Premiers humains 1. Titre du cours d'aujourd'hui, c'est les espèces. Alors, brièvement, on va dire que ce qu'est la définition d'une espèce. Je vous la dicte, vous l'avez déjà écrite, vérifiez-la. Une espèce, c'est un ensemble d'individus vivants ou fossiles, semblables par leur génotype, simplement semblables, et féconds entre eux. Les animaux sont féconds entre mâles et femelles. D'accord? Donc, nous avons dit que les chiens sont une espèce, parce que même s'ils ont des races différentes, ils ont certaines caractéristiques communes, comme par exemple un odorat très développé, mais ils ne sont pas égaux ou pareils, ils sont des races différentes. Et pourtant, les chiens peuvent se reproduire entre eux, entre mâles et femelles. Par contre, le chat et le lynx, même s'ils se ressemblent beaucoup, sont deux espèces différentes. Ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Nous avons dit aussi, je rappelle pour l'enregistrement, que les singes ne sont pas une espèce, mais sont un ensemble d'espèces. Le gorille, les orang-outans, d'accord, les chimpanzés, ce sont des espèces de singes. Alors, on va voir qui est capable de me le dire avec précision. Pourquoi, avant de parler des premiers humains, j'ai voulu clarifier ce qu'est une espèce, ce concept biologique? Mélissa, explique-le à témoin. C'est pour nous faire part, c'est pour nous introduire à l'évolution humaine, comme aux différentes espèces, Et Arun, pourquoi? Car à l'époque, il y a des millions d'années, il y avait des humains différentes races d'humains. Alors, voilà. Parce que si on recule de 2 millions d'années, pas seulement il y a 2 millions, mais tout le temps entre 2 millions et aujourd'hui, dans toute cette longueur de temps, il y a eu plusieurs espèces d'humains, d'accord, qu'aujourd'hui n'existent plus. Et ces vivants-là, c'était des humains, ils démontraient caractéristiques humaines. Aujourd'hui, quand on dit humain, c'est clair pour nous que c'est ce que les scientifiques appellent Homo sapiens sapiens, le nom de notre espèce. Et il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. Les humains, les seuls humains qui existent, c'est nous, notre espèce. Pourtant, si on prend le temps de ces 2 derniers millions d'années, par contre, là, il y a eu d'autres humains. D'accord? Et certains ont même côtoyé notre espèce, nos ancêtres, sapiens sapiens. C'était le premier mot-clé. Tout est clair? Alors, là, on va parler d'une succession d'espèces qui nous ont précédés. Avant les humains. D'accord? Avant les humains, il y avait quelque chose qui se rassemblait aux humains, mais qui n'étaient pas des humains, que nous appelons ici, pour faire les choses un peu plus simples, d'accord, les hominiens. D'accord? On va parler des hominiens. En particulier des hominiens, je voudrais que vous reteniez 2 ensembles d'espèces. Là encore, ce sont des ensembles d'espèces. Le premier, ce sont les primates. D'accord? Ici, je vais écrire 6M pour dire que leur apparition, ça date à il y a 6 millions d'années. C'était les primates. Or, pour faire les choses plus faciles, on va dire que les primates se ressemblaient beaucoup aux singes d'aujourd'hui. Ils vivaient tous en Afrique, ils ont tous vécu en Afrique, d'accord? C'est de là qui viennent toutes les espèces humaines et dominiennes. Et les singes, on n'appelle pas les singes, on appelle les primates, ceux-ci vivaient sur des arbres, mais qu'est-ce qu'ils avaient qui ressemble un peu aux humains aujourd'hui? Qu'ils utilisaient les pattes en avant pour prendre, par exemple, la nourriture. OK? Mais on ne peut pas les dire que c'était des hommes. Puis une autre espèce qui ne sont pas des hommes, mais se ressemblent un peu aux hommes, il y a un nom un peu long, Australopithèques. Les Australopithèques. C'est long.
On va les situer dans le temps. Attention, prenez bien note les dates parce qu'il faudra faire une ligne du temps bien située dans le temps. On peut doter les australopithèques des 4 millions d'années, leur apparition, les premiers qu'on voit. Puis il y a eu tout un ensemble, pendant longtemps, ils ont existé encore. Les australopithèques, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Donc, la première chose que on peut dire que c'était bipède à 50%. C'est-à-dire qu'à 50% du temps, il marchait à 4 pattes. A marché à 4 pattes et à 50% sur 2 pattes seulement. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gorilles dans un zoo ou dans des vidéos. Ils marchent à 4 pattes, mais quelquefois ils s'élèvent. D'accord? Ceci était plus bipède que les gorilles, 50% du temps. Et ils avaient une certaine habilité dans leurs mains. On peut déjà dire que les pattes en avant, c'était des mains. Et de plus, ils utilisaient quelques instruments en nature. Par exemple, un bâton, non? Une branche utilisée comme un bâton pour battre un arbre et faire tomber les fruits. Ou par exemple, ils prenaient une pierre pour casser la coquille d'une noix. D'accord? Mais ils ne fabriquaient pas des outils. D'accord? Ceci, ce sont les australopithèques. Voici les 2 types dominants. Les primates, 6 millions d'années, australopithèques, 4 millions d'années. Question, commentaire. Bien, on avance. Maintenant, on va parler des humains. Et tous ces humains que nous avons dit nous ont précédés, aujourd'hui n'existent plus, on peut les séparer en 3 stades. Or que la science, la partie de l'histoire et de la biologie qui étudie ceci, c'est la paléontologie. Les paléontologues, anthropopaléontologues, ceux qui étudient en particulier les anciens humains, ils ont classé plein d'espèces. Et des fois, ils ne sont pas sûrs de plus en plus si c'est une espèce ou 2 espèces. Mais nous, on va dire que les choses les plus importantes. D'accord? Que seulement 3 stades, 3 groupes de ces humains. Les premiers, on va les appeler, on les appelle homo, du latin homo, qui ça veut dire homme, et ce n'est pas du grec où homo ça veut dire le même, comme homologue. Ici, homo ça veut dire homme. Il s'appelle habilis. On va mettre tout de suite la date, 2 millions d'années. Alors, la première espèce, ça c'est vraiment une espèce, pas seulement un groupe, des vivants, que les paléontologues considèrent comme un humain, c'est celle-ci. On l'appelait Homo habilis. Alors que cet Homo habilis-là, en fait, il ressemblait beaucoup plus à un australopithèque qu'à un humain d'aujourd'hui. Il était haut de même, 1,20 m, 1,30 m. À 50% du temps, il marchait encore à 4 pattes. D'accord? On sait qu'il vivait en Afrique, il n'est jamais sorti, aucun individu de l'Afrique, au moins on n'a pas de traces. D'accord? Mais pourquoi cette espèce-là, nous l'appelons Homo, homme? Qu'est-ce que ça lui donne, cette dignité et cette valeur d'humain? L'amique. Non, ça déjà les primates, oui. Bravo. La caractéristique est celle-ci. Il fabriquait des outils. Il fabriquait, la trace qu'il a laissée, un outil. Et un outil qu'on appelle le galet. Un outil qu'on appelle le galet ou le chopper. Dans d'autres livres, vous allez voir. De quoi s'agit de ces galets? Quelque chose de très simple, qu'un enfant de 5 ans, d'aujourd'hui de 5 ans, serait capable de faire lui aussi. Il a pris une pierre, imaginez une pierre ronde qu'on trouve à côté d'une rivière. Il la lance fort contre une autre pierre et il la casse en 2.
Au moment que cette pierre se casse en deux, il va avoir un côté sur la brisure qui se devient un côté tranchant. Voilà, c'est l'invention du premier couteau. D'accord? En quoi il a modifié la pierre? Comprenez-vous? L'Australopithèque utilisait la pierre telle qu'elle. Lui, il la casse, il la modifie, démontre une créativité, démontre la capacité de faire des outils. Donc, une capacité qui est seulement humaine. La caractéristique humaine et la créativité. Qu'est-ce qu'il faisait de ces galets, de cette demi-pierre? Il l'utilisait pour se procurer de la nourriture. D'accord? Non, il vivait des fruits, mais quelquefois il s'alimentait aussi de la viande. Oh non, il n'était pas chasseur, il n'avait pas l'habilité de faire la chasse. Il faut attendre des humains plus avancés plus tard. D'accord? Ce qu'ils faisaient, c'était charognard. Ils allaient arracher de la viande dans les carcasses d'animaux abandonnés par d'autres, comment on s'appelle, d'autres animaux, utiliser la viande des proies abandonnées par d'autres animaux. Par exemple, imaginons qu'on est en Afrique, un lion prend un zèbre, d'accord? Le lion se nourrit du zèbre, c'est beaucoup de viande, le zèbre. La lionne et le lionceau se nourrissent du zèbre, et puis quand ils ont assez, ils l'abandonnent. Il y a quelque chose qui arrive comme les hyènes. Il y a 2 millions d'années, c'était les ancêtres des hyènes actuelles, d'accord, l'espèce. Et les hyènes, avec la force de leurs mâchoires, leurs dents, arrivent à arracher de la viande. Mais il reste encore de la viande tout près des os, d'accord, que ni les hyènes, ni d'autres animaux charognards, ni les prédateurs, ni les charognards arrivent à prendre. Et alors, l'Homo habilis, il a cet outil, son galet. Et il arrive à couper, à arracher toute la viande à côté des os. Donc, il a inventé un outil pour prendre la viande là où les autres animaux ne sont pas capables d'y arriver. Donc, la créativité, une caractéristique humaine. Celui-là, c'était le premier homme. Comprenez-vous? Question? L'amique. Les premiers humains, c'était pas Adam et Ève. Et on en parlera plus tard, d'accord, que d'autres représentations des aujourd'hui. D'accord, que Adam et Ève, on va dire que ce sont des représentations, pour la plupart des chrétiens et des croyants aujourd'hui, symboliques. D'accord, qui nous expliquent certaines choses, certains aspects de la vie humaine et de ce que nous sommes. Mais on en parlera, c'est une autre discours. Je ne parle que ce n'est pas vrai, mais c'est une autre approche à la réalité. On en parlera dans un autre moment, d'accord? Des représentations symboliques des origines. Et c'est une histoire qu'on se base sur les documents. Les documents nous démontrent ce que je viens de vous dire. Deuxième ensemble d'humains, ce sont les Homo erectus. On peut les dater à 1,5 million d'années. M, ça veut dire million d'années. Il y a 1,5 million d'années. Tout un ensemble. Homo ergaster, Homo antecessor. Il y a plein d'espèces que les paléontologues sont capables de représenter. D'accord? Donc, pourquoi Erectus? Qui est capable de me dire? Les Travis. Non, c'est pas pour ça. Oui, ils ont inventé les feux, mais ça pas ça. On ne l'appelle pas Homo ignis. D'accord? Homo erectus. Parce qu'il était debout à 100%. D'accord? Fini, il marchait à 4 pattes et lui, il est debout à 100%. L'Homo erectus, d'accord, il a fait 2 grandes inventions. Et c'est tous ces ensembles d'espèces qui ont duré très, 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 très longtemps dans le temps. La première, c'est qu'il a inventé la chasse. On y reviendra sur ceci. La deuxième, c'est qu'il a
maîtriser les feux. Puisqu'il avait les feux, donc une source d'énergie pour se réchauffer, il était capable de sortir de l'Afrique. Donc les Homo erectus, ils ont eu origine en Afrique, mais on trouve leurs traces aussi en Europe et en Asie. D'accord? Troisième stade, on va l'appeler Homo sapiens. Une seule fois ici, sapiens. L'origine des Homo sapiens, les plus anciens, on peut les dater des 200 000 ans. Vous, 200 K, ça veut dire que 200 000 ans. OK? Attention, j'écris Homo sapiens une seule fois parce que, même si les paléontologues discutent, il y a eu d'autres espèces d'Homo sapiens, d'accord, qui ont démontré toutes les caractéristiques humaines. D'accord, même s'ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui, c'était des hommes primitifs. Mais en plus de la créativité, ils ont démontré, je les nomme ici, puis on va les écrire tantôt, les 4 caractéristiques humaines. Ils font des activités pour jouer. Ils ont une dimension religieuse, une dimension de la sacralité. Et puis l'autre, c'est qu'ils démontrent d'avoir un sens de la beauté, un sens esthétique. D'accord? Pour dire que ce sont des Homo sapiens, ils doivent démontrer ces 4 caractéristiques. D'accord? Donc, voilà. Donc, les 3 grands stades de l'humanité, je dis ici, je résume, je simplifie. Vous êtes en secondaire 1. Quand ceux qui d'entre vous étudieront ces choses à l'université, s'ils vont se spécialiser sur ceci, vont étudier qu'il y a plein d'espèces, plein de caractéristiques. Ici, en simplifiant, il faut s'en souvenir des 3 stades. L'Homo habilis, 2 millions d'années. L'Homo erectus, 1,5 million d'années. L'Homo sapiens, l'origine, d'accord, 200 000 ans. Oui, je vais prendre quelques questions. Samy. L'Homo sapiens, il avait la religion de la beauté et Tantôt, on y reviendra sur ceci. N'ayez pas peur. Tantôt, on parlera de ces 4 caractéristiques. Et Céline Kamassi. Notre espèce d'humain maintenant s'appelle comment? Notre espèce à nous, c'est Homo sapiens sapiens, qui appartient au groupe des Homo sapiens. Le groupe, c'est Homo sapiens. Notre espèce à nous, c'est Homo sapiens sapiens. Zaya. Mais monsieur, les paléontologues, c'est pas ceux qui étudient les dinosaures? Exact. Qui étudie tous les fossiles. D'accord? Mais non, ils sont archéologues. C'est une branche de l'archéologie. Ils sont tous archéologues, mais la paléontologie, tous ceux qui étudient les fossiles. D'accord? L'anthropo en grec, ça veut dire homme. L'anthropopaléontologie, c'est une branche de la paléontologie qui étudie les fossiles des humains. Ici, on ne parle pas des dinosaures, on parle des humains. Les dinosaures, c'est beaucoup plus ancien dans le temps. C'est plus clair maintenant? Haroun. C'est-à-dire que l'Homo erectus, il a dit qu'il est sorti de l'Afrique. Il a pris un radeau, il a construit un radeau, etc. Ah non, il est pu passer à travers la péninsule du Sinaï. Il n'y avait pas le canal de Suez, ils sont passés par là et puis ils se sont répandus partout dans les 3 continents. Oui? Oui? Ok, pas grave. Alors on avance. Les transformations. D'accord? Or que, ça c'est le mot-clé, les transformations. Si on regarde, si on compare toute cette succession d'espèces à partir, par exemple, des primates, et puis les australopithèques, puis Homo habilis, puis Homo erectus, puis Homo sapiens, on peut remarquer qu'il y a eu certaines transformations qui sont faites dans le temps. La première transformation, c'est ce qu'on appelle la station verticale. Qu'est-ce que ça veut dire que la station verticale? C'est-à-dire que ces espèces-là, ces vivants-là, de plus en plus se mettent debout.
de plus en plus sont bipèdes. De plus en plus de moins en moins utilisent les pattes en avant comme pattes, mais de plus en plus comme mains. La conséquence de ceci, c'est qu'ils se sont libérés les pattes en avant, qui de plus en plus deviennent des mains habiles à prendre des choses, à manier les choses. D'accord? Et donc, la conséquence, c'est que, aussi qu'on utilise les mains pour amener la nourriture à la bouche. Au lieu d'enfoncer la gueule dans la nourriture, comme les chiens font par exemple, comme beaucoup d'animaux font, ces espèces-là, primates et australopithèques, amènent la nourriture à la bouche. Et au fil du temps, quand on observe les crânes de ces espèces-là, on voit que la mâchoire se retire. D'accord? Des transformations au niveau de la mâchoire et des dents. D'accord? Si on voit les anciennes espèces de primates, on voit qu'ils avaient une gueule, carrément. La bouche sort en avant, comme les chiens, grosso modo. Ouais, chien parce que c'est plus facile à représenter, comme plein d'espèces. Et au fur et à mesure que ça avance, la mâchoire se retire. Si j'avais en classe un australopithèque, par exemple, et il parle, il dérange, comme certains d'entre vous font, ok? Je pourrais lui dire que ferme ta gueule, et ça ne serait pas une insulte parce qu'il a vraiment une gueule, l'australopithèque. Mais je ne veux pas le dire à vous, parce que vous n'avez pas de gueule, vous avez une bouche. Alors, je peux dire que silence, arrête de parler, ferme ta bouche. Mais si je dis ferme ta gueule, je le compare à un animal, et c'est une insulte. Je ne le dirai jamais. D'accord? Ok, je vais dire, fermez vos gentilles bouches. Et vous allez comprendre. Ah, il a dit de fermer la gueule. Ok. Alors, bien. Comprenez-vous? Donc, l'autre conséquence du fait que la mâchoire se retire, c'est qu'il y a une croissance, un agrandissement du volume du cerveau. Du cerveau, pas du verbe. Quand on écrit, on parle, on se trompe. Le volume du cerveau. La gueule se retire, le crâne s'élargit. Donc, plus de capacité mentale, d'accord? Il n'y a pas une proportion directe. Si quelqu'un a le cerveau plus grand, il est plus intelligent. Mais en observant ces transformations, on a vu que le cerveau devient plus grand. Ceci, ce sont les transformations qu'au fil de la succession des espèces, on peut observer. Question ou commentaire? Arun. Exact. Vous voyez les liens, tout se relie. Bonne observation. Et en histoire, il faut toujours voir que les liens cause-effet. Travis. Vous avez dit que les humains ne sont pas une seule espèce d'Homo sapiens. Alors, c'est quoi l'autre espèce? On y vient. Espèces d'Homo sapiens. D'accord? Que sont donc les espèces des Homo sapiens? Alors, ce sont des choses que chaque paléontologue donne des explications un peu différentes, et puis ce sont des savoirs historiques et biologiques qui évoluent tout le temps. Mais nous savons qu'il y a des Homo sapiens qu'on peut dater, comme on a dit tantôt, d'il y a 200 000 ans. D'accord? Probablement, cela, c'était une espèce qui nous a précédés. Ce n'est pas nos ancêtres. Probablement. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, il y a eu un autre homo qui avait toutes les caractéristiques humaines. Et, je ne sais pas, génétiquement, peut-être ce n'est pas un homo sapiens, mais dans la réalité, il était un homo sapiens, qu'on appelle homo de Néandertal. On peut éliminer les H, ça va être plus facile.
l'homme de Néandertal, nous avons des traces évidentes de lui, de cette espèce, entre 100 000 ans et 30 000 ans. Chaque livre a ses dates, mais nous, on va prendre celui-ci. Donc, l'homme de Néandertal avait toutes les caractéristiques de l'homo sapiens. Il avait, on n'a pas la preuve, mais avec toute probabilité, il avait un langage. Il fabriquait des outils. Il enterrait ses morts en y montrant un sens sacral. Il était habillé. Il fabriquait des bijoux. C'était l'homme de Néandertal. Et un Néandertalien, ici j'ai une reconstruction à l'ordinateur de quoi un Néandertalien il pourrait avoir l'air. Le voici. L'homme de Néandertal ou Néandertalien. L'homme de Néandertal avec des cheveux, disons, coiffés, sans barbe ou avec une barbe un peu plus soignée, d'accord, habillé, s'il marche dans la rue, on ne se rendrait même pas compte que c'était une autre espèce d'humain, si on ne le regarde pas bien dans le visage. D'un point de vue physique, en quoi il était différent par rapport à notre espèce? Ils étaient plus forts, ils avaient des os plus gros, ils avaient plus de muscles, la taille plus ou moins, ils avaient plus grand, plus petit, la taille était plus ou moins comme celle de notre espèce, d'accord? Certaines races un peu plus, d'autres un peu moins, d'accord? Dans le visage, deux différences qui sont évidentes à voir les crânes qu'ils ont laissés. La première différence au niveau des sourcils, d'accord? Que si vous touchez, vous, les sourcils, vous voyez que c'est tout lisse. Par contre, lui, les Néandertaliens, comme toutes les autres espèces d'humains, les primates, etc., comme encore les singes aujourd'hui, ils avaient une arcade sourcilière, c'est-à-dire que comme une bouclette d'os, comprenez-vous, comme une protubérance qui sort au niveau des sourcils, que nous n'avons pas. Touchez-vous, vous la voyez. Si vous avez une protubérance, là, vous êtes un Néandertalien. Alors que, et l'autre différence, c'était au niveau du menton. Là, c'est nous qui avons un menton. Touchez-vous ici, d'accord, que sous la bouche, et vous voyez que notre mâchoire penche en avant. C'est le menton, d'accord. Et aux autres, les Néandertaliens, comme les autres humains, ne l'ont pas, d'accord, n'ont pas cette protubérance que nous appelons le menton. Ça, c'est les différences au niveau du visage. Les Néandertaliens ont existé surtout en Europe et à partir d'il y a 40 000 ans, ils deviennent de plus en plus rares. Il y a énormément d'ossements aujourd'hui, des traces des Néandertaliens. Mais ces traces-là, plus on s'approche de la date de 30 000 ans, ils deviennent rares. Et puis, à un moment donné, ils se sont extincts. Ils sont disparus. D'accord? Ici, on peut ajouter l'Homo sapiens. On va faire Homo sapiens sapiens, deux fois. Quand est-ce qu'on est sûr? Certains disent il y a 100 000 ans. D'autres vont dire 40 000 ans. L'origine de notre espèce, moins 40 000 ans. Il y a, ici, tout est dans le passé, tout est dans moins. Il y a 40 000 ans. Nous savons que l'Homo sapiens sapiens arrive en Europe il y a 40 000 ans. OK? Et puis, il y a les autres, ils sont des mêmes espèces, d'autres espèces. L'Homo sapiens, on sait qu'il a colonisé toute la Terre, les 5 continents. Comment ils ont fait pour arriver jusqu'en Australie, dans les îles? Probablement, il y avait de nos ancêtres qui faisaient des bateaux et arrivaient jusqu'à là. D'accord? Mais regardez un moment ici les dates. Les dates des Néandertaliens et des Homo sapiens sapiens, qu'on peut appeler aussi les Cro-Magnons. Qu'est-ce que vous remarquez?
pour conclure que les hommes de Néandertal et les Homo sapiens d'il y a 40 000 ans, d'il y a 35 000 ans, on appelle les Cro-Magnons. Cro-Magnons et Néandertaliens se sont côtoyés. D'accord? Il y avait une époque, et les preuves nous disent aussi qu'ils faisaient un commerce, qu'ils s'échangeaient les outils. D'accord? Et certains disent, mais alors ce sont les Cro-Magnons, nos ancêtres, qui ont exterminé les Néandertaliens? Non, probablement ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les Cro-Magnons, Cro-Magnons et Néandertaliens, Cro-Magnons ce sont nos ancêtres, les Cro-Magnons ont pris les ressources, ils se sont mis dans les plaines les plus belles, où il y avait plus de gibier, où il y avait plus de fruits naturels de la nature, d'accord? Et les Néandertaliens se sont retirés de plus en plus dans les zones éloignées, à la montagne, jusqu'à ce qu'ils sont restés sans ressources et se sont externes. D'accord? Dernier mot-clé, les caractéristiques. Je dois terminer tantôt les questions. Alors, quelles sont les caractéristiques des Homo sapiens? Alors, la première, on l'a déjà dit, c'est la créativité, la capacité de fabriquer des outils, mais aussi de l'art. Deuxième, c'est, qui s'en souvient? Oui? La religion. Oui, l'aspect religieux. On ne peut pas dire qu'ils étaient chrétiens ou musulmans ou bouddhistes ou hindouistes, mais ils avaient une dimension religieuse, une dimension de la sacralité. Quelle est la preuve? Ils enterraient leurs morts. Ils avaient des rituels, d'accord? Et donc, entrer en contact avec une réalité autre. D'accord? Donc, avoir la foi dans une autre vie, souvent, qu'ils ont démontré. Troisième, c'est l'esthétique. On va dire que le sens de la beauté. La mode, le fait de se maquiller, le fait de dessiner pour représenter ce qui est beau. Et la dernière, c'est les jeux. C'est-à-dire que la capacité de faire des choses qui n'ont pas une utilité, ce n'est pas pour la nourriture, mais on les fait pour s'amuser, pour avoir du plaisir ensemble, les jeux.